commencé par un silence. Non pas le silence paisible d'une promenade matinale, ni le calme feutré d'un palais endormi, mais un silence qui ressemblait à une rupture invisible. Je me souviens encore de l'instant précis 16h47, lorsque les canaux officiels ont brusquement cessé de publier. Aucune photo, aucun sourire, aucun message d'association caritative, rien. Et le silence au sein d'une institution qui se nourrit de visibilité n'est jamais fortuit. Le silence est synonyme de préparation de retard d'une vague qui se forme à l'abri des regards. Et avant même que quiconque n'ose le dire à voix haute, j'ai senti un tremblement parcourir le palais, comme si le bâtiment lui-même pressentait un changement irréversible. Ces minutes étaient insoutenables. J'étais suspendu entre l'espoir et la certitude que la vérité allait enfin éclater. Car dans notre monde, le silence n'est pas qu'un avertissement, c'est une annonce. J'ai senti mon souffle s'accélérer lorsque le message a été publié à 17h02, 15 mots froids et impersonnels, mais suffisamment lourds pour paralyser le pays tout entier. Le palais de Kensington publiera une déclaration d'une importance capitale à 18h. C'était tout. Aucun nom, aucun contexte, aucune assurance. Juste une heure et la promesse de quelque chose que personne ne voulait entendre. À cet instant précis, j'étais assise dans la même pièce que William. Pas de conseiller, pas de téléphone qui vibrait sans cesse, pas le bruit du monde extérieur qui s'agitait de plus en plus fort. Nous étions simplement assis l'un à côté de l'autre, main dans la main. Et pourtant, j'avais l'impression que des kilomètres nous séparaient, chacun plongé dans des pensées trop douloureuses pour être exprimées. Juste au-dessus de nous, j'entendais les pas de la nounou, les enfants qui jouaient et encore insouciants. J'ai ressenti une pointe d'angoisse en pensant au moment où leur monde allait basculer, car les enfants le pressentent toujours avant les adultes. Et je savais que nous ne pouvions plus nous cacher derrière le silence. Le monde a réagi plus vite que nous. Les journalistes experts en décryptage des gestes de la cour ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un message cérémoniel. La BBC a adopté des tenues sombres. Sky News a même interrompu sa diffusion en direct. Et pourtant, j'étais là, impassible, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient de théories de rumeurs et de spéculations angoissantes. Le plus étrange, c'était que le monde extérieur était libre de spéculer alors que nous étions prisonniers de la dure réalité. Plus de place pour le doute, plus le temps de nier. Le temps semblait s'être ralenti, comme si chaque tic-tac de l'horloge murale paraissait plus lourd que le précédent. Je l'avais caché pendant des mois au public, à la presse, à tous ceux qui me croyaient encore aussi indestructible que l'image qu'ils projetaient. Je me le mentais même à moi-même en continuant à travailler, à sourire, à faire comme si chaque jour était normal. Mais les jours normaux n'existent pas quand votre corps est lentement contraint à un combat que vous n'avez pas choisi. Alors que 18h et la prochaine, le silence se mua en fatalité. Le moment où le monde entendrait ce que je portais comme un fardeau dans mon cœur depuis des mois. Et je savais que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Que ma voix tremblante mais déterminée tracerait un trait entre la vie que j'avais et celle pour laquelle je devrais me battre. Je me souviens avoir regardé la caméra et pour la première fois avoir parlé non pas comme une princesse, mais comme un être humain. Le mot que j'ai prononcé, cancer, a fendu l'air comme mon propre souffle. Et tandis que j'étais assise là dehors, dans les jardins où j'avais jadis enregistré des messages d'espoir, je sentais au plus profond de moi que cela bouleversait non seulement mon monde, mais aussi celui de tous ceux qui me regardaient. Le plus poignant, c'était que ce n'était pas seulement mon combat. C'est devenu un choc national, voire mondial. Mais ce moment, ce bref instant de vérité absolue m'a étrangement procuré une sensation de libération. Car si lourd que fut le silence, la vérité l'était encore plus. Et finalement, j'ai lâché prise. Parfois, je me demande si le silence peut être une telle annonce qu'annonce la vérité elle-même, et que se passe-t-il lorsqu'on finit par dire ce qu'on a dû cacher si longtemps? L'annonce imminente d'une déclaration a tout bouleversé. Dès la parution de ce message unique, froid, bref, presque mécanique, le pays tout entier a retenu son souffle. On a ensuite parlé du chaos médiatique, du sérieux soudain des présentateurs, des spéculations qui se sont propagées à une vitesse fulgurante. Mais personne n'a vu le chaos qui régnait en moi. Tandis que le pays se préparait à l'inconnu, j'étais assis à Kensington Palace, les yeux rivés sur l'horloge qui approchait inexorablement de 18h. Chaque tic-tac était comme une question sans réponse. Comment annoncer à des millions de personnes ce qu'on ose à peine s'avouer à soi-même? Je sentais la tension comme une tempête qui s'abattait sur les murs. Les couloirs d'ordinaire grouillants de conseillers, d'agents de sécurité et de personnel étaient presque déserts. Chacun savait que ce n'était pas le moment des protocoles ni des formalités royales. Dehors, j'entendais de temps à autre le cliquetis des appareils photos, au loin des journalistes postés sur place depuis des heures, comme s'ils tentaient de capturer un tremblement de terre avant qu'il ne se produise. Ironie du sort, personne ne savait exactement ce qu'ils attendaient, ils savaient seulement qu'il fallait attendre. William était assis à côté de moi, mais il semblait plus distant que jamais. Non pas qu'il prenne ses distances, mais parce qu'il était prisonnier d'un sentiment que je ne lui avais jamais vu éprouver, une impuissance totale. D'habitude, il cherche toujours à tout contrôler, même dans le chaos. Mais là, il n'y avait aucun contrôle.
Ni pour lui, ni pour moi, ni pour personne au palais. Nous avions longuement hésité avant de décider quand et comment l'annoncer. J'avais opté pour la transparence car les secrets finissent toujours par se répandre, souvent déformés, méconnaissables et cruels. William lui voulait attendre non pas pour cacher la vérité, mais pour me protéger. Mais quand les spéculations ont commencé à fuser, quand tous les journalistes londoniens se demandaient où j'étais, quand on criait que quelque chose clochait, j'ai su que nous ne pouvions plus attendre que le monde écrive sa propre version de mon histoire. Les médias n'ont pas tardé à s'emballer comme dans un délire fiévreux. Les chaînes d'information ont interrompu les interviews en direct pour passer au flash info. Les présentateurs se sont vêtus de sombre comme s'ils se préparaient au pire. Et devant Clarence House, des photographes ont remarqué que des membres du personnel étaient soudainement renvoyés chez eux plus tôt que prévu. Un signal qui a été immédiatement interprété. Car le silence est une chose, mais le silence accompagné de mouvements, c'est un avertissement. Je sentais la tension palpable comme l'électricité avant l'orage. Les téléphones du personnel vibraient sans cesse. Même les plus inexpérimentés pressentaient qu'un événement majeur allait se produire. Seuls mes enfants innocents et insouciants couraient et jouaient à l'étage comme si le monde n'allait pas s'effondrer. Et moi, assise là les mains crispées, l'esprit tourmenté, je me demandais combien de personnes reconnaîtraient leurs propres souvenirs, leurs propres douleurs, leurs propres peurs dans mon message. Combien seraient tristes, combien m'offriraient leur soutien, combien seraient sceptiques. L'incertitude était telle qu'il m'était presque impossible de respirer. Mais au milieu de ce chaos, une étrange clarté m'envahit, cela devait arriver. Car s'il y a une chose que j'ai apprise durant toutes ces années sous les projecteurs, c'est que la vérité est toujours plus puissante que la spéculation, même si elle vous brise. Alors que les minutes s'égrenaient, vers 18h, je sentais que les murs autour de moi ne me protégeaient plus, mais n'étaient plus que les témoins silencieux d'un phénomène qui me dépassait. Dans ces derniers instants avant la diffusion de la vidéo, une question me hantait plus que tout, comment le monde réagira-t-il lorsque ma vulnérabilité sera révélée? Et plus important encore, peut-être me reconnaîtrai-je dans la façon dont les autres percevront mon combat. Paradoxalement, j'avais l'impression que la déclaration qui avait secoué le monde entier n'annonçait pas seulement ma maladie, mais aussi une nouvelle réalité. Une réalité où je n'étais plus la femme souriante dans le jardin lors de mes apparitions publiques, mais celle qui soudain était devenue le symbole de quelque chose de bien plus grand que la monarchie, le devoir ou la réputation. Cette déclaration inquiétante sonnait comme une catastrophe imminente, une vague qui allait submerger le paysage institutionnel. Mais une fois le moment venu, je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Nous ne pouvions arrêter le temps, nous ne pouvions protéger le silence, et je ne pouvais plus cacher ma vérité. L'instant où j'ai décidé que la vérité ne pouvait plus être dissimulée fut comme l'ouverture d'une porte qui, je le savais, ne se refermerait jamais. Tandis que le monde entier spéculait que les rédactions se divisaient en cellules de crise et que les présentateurs réécrivaient leurs discours, j'étais assise dans les jardins de Windsor, un lieu qui avait toujours symbolisé la tranquillité, et je me préparais à dire quelque chose qui allait changer ma vie et celle de ma famille à jamais. L'équipe d'enregistrement se tenait à distance silencieuse, presque respectueuse. Ils ignoraient ce que j'allais dire, mais ils sentaient que son poids briserait ce silence que même le palais ne pouvait imposer. Pendant des mois, j'ai lutté contre l'idée que le monde ait le droit de s'immiscer dans ma maladie. Être malade est une chose intime qui se manifeste dans les recoins les plus vulnérables du quotidien. Mais dans mon rôle, il n'y a pas de frontière entre le public et le privé. Tout finit par être exposé, même lorsqu'on essaie de le dissimuler jusqu'au dernier moment. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre la parole moi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. Quand la caméra s'est allumée, j'ai ressenti une fragilité rare. Non pas que j'ai peur de parler, mais parce que je savais que des milliers, des millions de regards seraient braqués sur quelque chose que j'aurais préféré murmurer à mes enfants. J'entendais ma respiration lente et irrégulière. Le jardin était frais malgré la douce brise printanière. J'ai regardé droit dans l'objectif et senti ma voix trembler avant même d'avoir prononcé un seul mot. Le mot « cancer » n'est pas apparu par hasard au début de la vidéo. Je savais que je ne pouvais pas l'édulcorer avec des métaphores ou des embellissements. Il fallait que ce soit clair et honnête. Stade 3 agressif, ai-je dit, et au même instant, j'ai senti la vérité remodeler ma réalité. À ce moment-là, j'ai vu non seulement un diagnostic, mais aussi un avenir soudainement devenu instable, imprévisible et insensible. J'ai parlé comme je l'avais fait aux enfants, brièvement, clairement, avec compréhension, mais sans illusion. J'ai parlé du traitement de mes absences, des nombreux rendez-vous annulés. J'ai parlé des soignants, des examens épuisants, de la façon dont la maladie avait plané silencieusement sur nos vies comme un voile pendant des mois. Ce que je n'ai pas dit, mais que j'ai ressenti, c'était ma peur. Une peur que j'ai reconnue dans les yeux de William, mais que nous avons tous deux cachée à nos enfants. Et pourtant, tandis que je poursuivais mon discours, une force inattendue m'envahit. Non pas la force de la certitude, mais celle de l'acceptation. J'ai dit que je me battrais. Non pas pour le public, non pas pour la monarchie, mais pour ma famille, pour les rires de mes enfants, pour la façon dont William me tient la main quand il croit être seul.
Je savais qu'il y aurait des critiques, que des théories du complot verraient le jour, que certains diraient que c'était une mise en scène. Mais assise là, tout cela me paraissait insignifiant. Ce qui comptait, c'était que des millions de personnes qui avaient jadis craint le même diagnostic se reconnaissent dans mes mots. Que les femmes qui avaient sous-estimé leurs propres forces se sentent revigorées. Que les familles prises au cœur de la tempête sachent qu'elles n'étaient pas seules. Lorsque la vidéo a été publiée à 6 heures précises, j'ai eu l'impression d'ouvrir mon cœur à un monde que je n'avais jamais laissé entrer de cette façon auparavant. En quelques minutes, j'en ai constaté l'impact: 100 millions de vues en 1 heure, une attention qui d'ordinaire effraie, mais qui là ressemblait à une étreinte collective. Les réactions étaient étranges. Des gens pleuraient, envoyaient des messages, partageaient leurs histoires. Des survivants, des parents, des jeunes, des médecins. C'était comme si le monde avait retenu son souffle un instant pour laisser place à quelque chose de doux, de profondément humain. Ce moment, aussi difficile fut-il, m'a rendu quelque chose d'inattendu, la maîtrise de moi-même. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je n'avais plus à cacher mon histoire. Que la vérité n'était plus un fardeau mais une forme de libération. Pourtant, une question persistait dans mon esprit: que se passe-t-il lorsque mon monde devient si visiblement vulnérable? Que reste-t-il de moi lorsque ma lutte s'est partagée non seulement par ma famille, mais par toute une nation qui la regarde? C'était peut-être la question la plus difficile de toutes et celle à laquelle je n'oserais répondre que des mois plus tard. Les minutes qui suivirent de l'annonce donnèrent l'impression que le monde s'était accéléré et ralenti simultanément. Tandis que la vidéo se propageait comme une onde de choc à travers les continents, j'étais assise dans la même maison où je l'avais filmée. Mais à présent, chaque pièce me paraissait lourde comme du plomb. Comme si les murs qui, pendant des années, avaient entretenu l'illusion du contrôle et de la routine, comprenaient soudain que plus rien ne serait jamais comme avant. Et tandis que le monde extérieur réagissait en masse, la véritable tempête commençait non pas dans les médias mais dans nos propres foyers. Car derrière chaque déclaration publique se cache une vérité intime que personne ne verra jamais pleinement. Ce que j'ai compris plus tard, c'est à quel point la façade de la monarchie est intimement liée aux émotions personnelles qu'on nous interdit de montrer. Nos sourires ne reflètent pas toujours nos sentiments, mais souvent une protection contre le regard de millions de personnes. Lorsque j'ai annoncé le diagnostic à voix haute, quelque chose s'est brisé non seulement en public, mais aussi au sein même du palais. Les murs soigneusement érigés par l'image et le protocole se sont effondrés, car rien ne pouvait être dissimulé derrière les paillettes ou la tradition: j'étais malade, gravement malade, et personne ne pouvait donner à cela une connotation royale. Alors que la vidéo se propageait, le silence à Kensington devint presque insoutenable. J'ai aperçu William debout, là juste hors de mon champ de vision pendant l'enregistrement. Il baissait les yeux, les poings serrés comme pour étouffer la réalité. Mais maintenant, après l'annonce, il me regardait comme s'il me revoyait. Non pas comme une princesse, non pas comme une future reine, mais comme son épouse luttant contre quelque chose qui nous dépassait tous les deux. Quelques minutes plus tard, un orage éclata à l'extérieur. Les équipes de tournage qui attendaient depuis des heures restèrent soudain figées dans un silence empli de larmes. Des gens se rassemblèrent devant le palais des Fleurs des Cartes et les mains tremblantes. J'appris plus tard que certains journalistes n'avaient pas pu respecter la distanciation sociale imposée par le protocole. Et pourtant, c'est à l'intérieur du palais que j'ai ressenti le plus grand bouleversement. La machine d'ordinaire, si bien rodée, s'est soudainement enrayée. Des collaborateurs pleuraient dans les couloirs, là où les chuchotements sont d'ordinaire déplacés. Des conseillers de haut rang déambulaient avec des documents illisibles. Les protocoles ont été revus, les rendez-vous annulés, la sécurité réorganisée. Et je le savais, il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie personnelle, c'était un choc institutionnel. Pour la première fois depuis des années, la presse affichait une sympathie unanime. Les tabloïds, d'ordinaire réputés pour leur analyse minutieuse du moindre détail, semblèrent soudain retrouver leur humanité. Même les commentateurs les plus impitoyables adoucirent de leur ton. Un instant, on eut l'impression que le monde s'était dépouillé de ses carapaces. Mais comme toujours, l'empathie laissait place à la peur. La question jamais posée à voix haute, mais que je sentais trembler sous chacune de mes réactions, et après, car je n'étais pas qu'une femme malade. J'étais la mère d'un futur roi, le pilier d'une famille, et aussi difficile que cela soit à admettre, un rouage essentiel de la stabilité d'une institution séculaire. La panique s'est rapidement installée, tandis que les messages de condoléances affluaient par voie numérique, des conversations s'engageaient en coulisses, non pas sur ma santé, mais sur les conséquences pour la monarchie. Un petit groupe de conseillers fut réuni pour discuter des scénarios que personne n'osait aborder. Combien de temps serais-je absent? Qui assumerait mes fonctions? Et si je ne me rétablissais pas suffisamment? Pendant que ces analyses sombres se déroulaient ailleurs, j'étais assise dans une maison silencieuse avec 3 enfants qui voyaient le monde autrement. Georges ne disait rien, mais restait près de moi comme s'il ressentait le poids invisible. Charlotte se mit à dessiner, des fleurs, des soleils, des cœurs, comme si elle voulait créer la lumière elle-même. Et Louis, encore trop jeune pour exprimer sa peur, me demandait seulement quand je rejouerais avec lui comme avant.
Cela m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre façade, de la mince frontière entre symbolisme et humanité, du contraste saisissant entre ce que le monde voit et ce que nous ressentons. Et tandis que les messages de soutien affluaient, je ressentais simultanément le poids de chaque regard, de chaque attente, de chaque espoir placé sur mes épaules. Je devais être forte, non seulement pour moi, mais aussi pour eux, pour ma famille, et pour une nation qui connaissait mon nom, mais pas ma peur. Mais derrière tous ces applaudissements et cette sympathie, une question me taraudait sans cesse. Car toutes les façades s'effondrent lorsqu'on les sollicite trop longtemps. Combien de temps une institution peut-elle survivre lorsqu'une seule personne joue le rôle de cœur de boussole et de stabilité? La façade était brisée. Il ne restait plus qu'une bataille à la fois publique et intime dont personne ne soupçonnait l'ampleur. Quand le monde a su que j'étais malade, une bataille invisible a commencé. Non pas celle qui a fait les gros titres, ni celle filmée, mais le combat silencieux et viscéral entre l'espoir et la peur qui se jouait à huis clos. Tandis que les messages de soutien s'accumulaient à l'extérieur et que les grilles du palais de Kensington se couvraient de fleurs de cartes et de dessins d'enfants chez moi, j'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle où chaque jour l'équilibre était si fragile qu'un mot de travers un faux pas pouvait tout faire basculer. La période précédant mon diagnostic avait déjà laissé des traces. Tout avait commencé innocemment, une fatigue que j'attribuais à des semaines, j'attribuais à des semaines chargées des maux de tête que je mettais sur le compte du stress, des nuits blanches que je prenais pour le simple fait de vieillir. J'ai continué car continuer ainsi a toujours été la norme dans ma vie d'adulte. Mais plus j'ignorais mon corps, plus il criait fort. Le moment où mon corps a lâché prise lors d'un simple dîner de famille à Anmere Hall est un souvenir que je tente désespérément d'oublier. Ce n'était pas une pièce de théâtre, ce n'était pas un drame royal, c'était une vulnérabilité à l'état pur. À partir de ce moment, William a basculé dans un instinct que je ne peux décrire autrement que comme animal. Il le savait avant même que les médecins ne le confirment, il ne s'agissait pas de stress d'hormones ou de fatigue. Il s'agissait de quelque chose qui allait bouleverser nos vies. Lorsque nous nous sommes enfin assis dans cette pièce stérile et que le médecin a prononcé le mot « cancer », j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Pas comme du verre qui se brise, mais comme quelque chose à l'intérieur d'une personne qui se fissure silencieusement, presque imperceptiblement et pourtant irrémédiablement. Les jours suivants furent rythmés par des examens, des scanners et des consultations. Des mots que je n'avais entendus que de la bouche d'autrui, jamais de ma propre bouche. Les médecins du Royal Marsden étaient professionnels chaleureux et honnêtes. Si honnête, en fait, que la vérité était parfois plus douloureuse que le pronostic lui-même. Stade 3, agressif. Métastase possible. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des échos que je ne parvenais pas à faire taire. Et puis surgit la question à laquelle personne ne se prépare, comment l'annoncer aux enfants? J'ai passé ma vie sous les projecteurs, tapis rouge, banquet d'État, apparition publique, mais jamais un rôle ne m'a paru aussi lourd que celui d'une mère préparant ses enfants à une réalité à laquelle aucun enfant n'est préparé. Georges assez grand pour comprendre que parfois les mots blessent plus que les bleus. Charlotte douce et pourtant perspicace, désarmante par son honnêteté. Louis trop petit pour connaître les mots, mais assez grand pour voir la peur dans les yeux de ses parents. Nous avons choisi l'honnêteté, mais pas la vérité absolue. Maman est malade et les médecins vont la soigner. C'était la seule vérité que leur petit cœur pouvait supporter sans que le poids ne les accable. Pourtant, je savais que ce n'était que le début des questions qui reviendraient dans les mois à venir, tantôt murmurées, tantôt brisées. Un nouveau rythme s'était installé chez nous, un rythme non plus dicté par les agendas royaux mais par les rendez-vous à l'hôpital, les traitements et l'alternance capricieuse des bons et des mauvais jours. Les bons jours avaient presque un goût de trahison, comme si j'avais oublié la gravité de la situation. Les mauvais jours, en revanche, pouvaient me transformer en une personne que je ne reconnaissais plus. William avait changé lui aussi, pas de façon perceptible pour les autres. Aux yeux du public, il restait toujours le même prince calme et réfléchi. Mais j'ai vu les failles, les nuits blanches, les heures d'insomnie où il me croyait endormi. Le moment où il s'est caché le visage dans les mains dans la salle de bain pour éviter d'être vu, le regard dans ses yeux quand il a cru que j'allais m'effondrer, un mélange de peur et de responsabilité qu'aucun être humain ne devrait porter. Tandis que nous nous débattions avec notre réalité, le monde extérieur continuait de tourner. La monarchie devait poursuivre ses activités même si j'avais parfois l'impression d'être entraîné dans un tourbillon incessant. Soudain, mes fonctions furent redistribuées, mes emplois du temps réorganisés, mes responsabilités déplacées. La princesse Anne prit une place plus importante que jamais. Sophie était plus présente. C'était comme si une main invisible réarrangeait les choses car personne ne savait si je retrouverais un jour mon ancien rôle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la fragilité apparente de toute cette structure. On croit souvent que les monarchies reposent sur la stabilité. Or, je comprenais maintenant qu'elles reposent sur les individus. Et les individus peuvent faillir.
Ma maladie a provoqué un véritable séisme au sein de l'institution car elle a révélé à quel point elle était devenue dépendante de l'illusion qu'une seule personne pouvait porter l'ensemble. Et quelque part dans le calme de la nuit, je me suis demandé, une institution peut-elle rester debout lorsque ses fondations mêmes commencent à vaciller ? Mon combat n'était plus seulement une lutte contre le cancer, c'était devenu un combat pour préserver l'unité de ma famille, maintenir ma dignité et protéger mon rôle à un moment où rien n'était certain. Le combat était loin d'être terminé. J'ignorais qu'une maladie pouvait non seulement briser un corps, mais aussi ébranler tout un système. Tandis que les jours se muaient en semaines et que les semaines s'inscrivaient lentement dans un nouveau rythme, inquiétant, une évidence que personne n'osait prononcer, commença à se dessiner. Ma santé n'était plus seulement un combat personnel. Elle devenait une question de fond, un point d'interrogation planait sur l'avenir d'une institution séculaire qui n'avait jamais été aussi dépendante d'une seule personne. Une fondation fragile que finalement j'avais inconsciemment bâtie. Lorsque je me suis temporairement retiré de la vie publique, j'ai constaté de visu comment la famille royale tentait de se restructurer. La monarchie est certes un symbole de continuité, mais même les symboles ont besoin de personnes pour perdurer. Et il est apparu clairement que l'équilibre que tous avaient toujours tenu pour acquis s'est effondré dès mon départ. La princesse Anne assuma un nombre de responsabilités sans précédent bien trop important pour son âge. Sophie se retrouva soudainement au centre d'événements où elle n'aurait jamais joué un rôle de premier plan. Même Béatrice et Eugénie furent sollicitées discrètement, comme si l'on espérait que personne ne remarquerait l'affaiblissement du soutien à la monarchie. Et Charles, dont la santé oscillait déjà entre espoir et prudence, restait visible, mais on sentait qu'il avait du mal à accepter l'idée que la génération suivante n'était pas encore prête à affronter ce qui l'attendait. Non pas par manque d'expérience, mais parce que le deuil et l'incertitude imposent leurs propres règles. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Le véritable choc venait des conversations que je n'entendais pas mais que je sentais se dérouler. Des discussions sur la succession, les scénarios futurs, la perception du public, les transitions non préparées. Des conversations qui se tenaient auparavant à voix basse, dans l'ombre, mais qui soudain paraissaient urgentes. Pour la première fois de sa vie, William se trouvait face à un choix impossible. Il voulait accomplir son devoir comme on le lui avait appris, comme ses ancêtres l'avaient fait, comme la nation l'attendait de lui. Mais il était aussi un époux, un père, un homme qui expérimentait ce que signifierait perdre l'amour de sa vie. La pensée de mon absence définitive ou prolongée faisait peser sur ses épaules un fardeau qu'aucune couronne ne saurait justifier. Il y avait des jours où je l'entendais hésiter non pas parce qu'il doutait de son rôle de futur roi, mais parce que l'idée d'élever seul 3 enfants, sous le feu des projecteurs, avec un pays qui comptait sur lui, était insupportable. Je voyais ses doutes, même quand il ne les exprimait pas. Je voyais comment il regardait les enfants, comme s'il cherchait à les priver de la sécurité d'une famille normale. Car que reste-t-il de la sécurité quand les fondations s'effondrent ? Et puis il y avait cette question qui se faisait entendre plus fort à l'extérieur du palais qu'à l'intérieur: que deviendra la monarchie si je disparais ? Une question à laquelle il n'existait pas de réponse élégante. Certains journaux ont spéculé que la monarchie moderne était devenue si intimement liée à mon image, à mon rôle, à ma stabilité qu'elle pourrait s'effondrer sans moi. Que mon absence serait plus dommageable que n'importe quelle crise politique. Que Georges, Charlotte et Louis grandissaient dans un monde où le deuil et la représentation n'étaient plus dissociables. J'ai trouvé cette lecture troublante mais d'une certaine manière compréhensible. Non pas parce que je me croyais important, mais parce que je constatais combien de fois j'avais servi de pont entre tradition et modernité. Comment ma présence adoucissait les aspérités de l'institution. Comment mon sourire faisait bien plus que simplement parachever un moment cérémoniel. Un jour où je me sentais mieux en me promenant dans le jardin, je sentais les enfants gambader autour de moi, comme seuls les enfants savent le faire, comme si la douleur était toujours passagère. Louis me prit la main et me regarda avec un regard d'une sincérité insoutenable. Charlotte me dit qu'elle cueillait des fleurs tous les jours, pour quand maman ira mieux. Georges marchait à côté de William, jetant sans cesse un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il voulait veiller sur nous deux à la fois. C'est à ce moment précis que j'ai compris à quel point mon combat personnel s'était inextricablement lié à quelque chose de bien plus grand que moi. Le monde me voyait comme un symbole, ma famille me voyait comme un point d'ancrage, et l'institution me voyait comme un maillon qui, s'il se rompait, pourrait faire basculer tout l'édifice. Tout dépendait de ma santé, une pression que je n'avais jamais souhaitée mais que je devais désormais supporter. Non par devoir mais par amour. L'amour pour mes enfants, pour William, pour un avenir que je veux encore entrevoir aussi incertain soit-il. Alors j'ai commencé à me battre, non seulement pour mon corps, mais pour tout ce qui invisiblement vacillait à mes côtés. Et dans ce combat, j'ai découvert une force insoupçonnée, une force qui ne venait ni du devoir, ni d'un rôle, mais d'une conviction profonde. Même si mon corps est fragile, mon histoire, mon amour, mon héritage, eux ne doivent pas l'être.
Mais une pensée revenait sans cesse obstinément dans chaque salle d'attente, chaque nuit, dans chaque silence entre les respirations. Que devient une monarchie lorsque son cœur commence à faiblir? Et l'amour peut-il plus que la tradition ou le pouvoir la sauver? La réponse reste incertaine. Mais ce dont je suis sûr, c'est que mon histoire n'est pas terminée. Et tant que je vivrai, je me battrai. Pour ma famille, pour moi-même, pour le pays qui m'a